Bonjour, vous pouvez vous asseoir et ranger vos téléphones. Alors aujourd'hui, nous allons voir la correction de l'explication de texte de l'article sur le bonheur de André Comte-Sponville que je vous ai donné à travailler pendant les vacances. Alors ce que je vais vous montrer, c'est moins exactement l'explication toute faite que le travail que l'on peut faire sur un texte à partir d'un brouillon. Alors voilà le texte que vous connaissez, que vous pouvez lire tranquillement. Un article donc sur le bonheur, extrait de son dictionnaire philosophique, très intéressant par ailleurs. Donc dans une première partie, moi je note sur mon brouillon ce qui est contenu. Ensuite nous verrons que nous ferons l'explication dans le détail. Mais d'abord le contenu du texte. Alors, dans cette première partie, je vois que Comte-Sponville nous dit ce que le bonheur n'est pas. Il nous dit ensuite ce n'est pas le désir jamais satisfait, le bonheur, et ce n'est pas une joie continue, ni la félicité, ni la béatitude. Donc voilà ce que n'est pas le bonheur, première partie. Deuxième partie, que je trouve dans le texte, le bonheur est une affaire de durée. Encore une fois, ça c'est mon brouillon. Une affaire de durée, parce qu'il veut durer, il est soumis au hasard, à des plus et à des moins. C'est ce que nous explique André Comte-Sponville dans cette deuxième partie. Il nous explique ensuite un état de vie, que le bonheur est un état de vie quotidienne ressenti de manière subjective. Après, j'ai trouvé une troisième partie. 15 heures. Le bonheur n'est pas le malheur. Ceux qui ont connu le malheur savent que le bonheur existe. Le malheur, c'est la certitude qu'il n'y aura pas de joie ni aujourd'hui ni demain. Donc, quand Sponville fait une différence entre, pour savoir ce que c'est que le bonheur, il le compare au malheur, tout simplement. Le bonheur, c'est penser que la joie est possible, même si elle n'est pas un absolu. Ça, c'est le bonheur. Quatrième partie, il ne faut pas attendre le bonheur. Il ne faut pas chercher le bonheur. Il faut vivre sans l'attendre. Le bonheur viendra en plus ou ne viendra pas. Voilà, donc j'ai noté l'essentiel de ce qu'a dit Comte-Sponville, mais là je n'ai rien expliqué, je n'ai fait que répéter ou résumer le texte. Il me reste maintenant à reprendre mon brouillon dans le détail et à chercher à expliquer chaque chose que j'ai vue. Donc une fois fait le résumé du texte et ses principales idées, je peux en faire le commentaire, l'expliquer véritablement. C'est un bon moyen, en suivant ces deux étapes, de ne pas faire de la paraphrase. Si je m'en tenais à ce que j'ai fait jusque-là et que je le recopiais, je ferais de la paraphrase. Et autant dire à mon lecteur de lire le texte, ce sera encore plus clair. Donc, pour ne pas faire de paraphrase et pour véritablement expliquer, je vais prendre chaque point du texte et je vais chercher à dire ce que ça signifie. Alors, le bonheur, ce n'est pas le désir jamais satisfait. Alors, ce que ça veut dire, ce que ça signifie, c'est que les désirs à peine satisfaits renaissent à nouveau. C'est pourquoi ils ne peuvent pas procurer un bonheur qui dure. Ce n'est pas non plus une joie continue, ni la félicité, ni la béatitude. Alors, mon explication, c'est que même si le bonheur dure, il ne faut pas non plus attendre qu'il soit infini. Nous serions toujours déçus. En somme, ce que dit Comte-Sponville dans cette première partie, donc le bonheur se situe entre la fugacité des désirs et l'éternité de la béatitude. Deuxième partie, le bonheur est une affaire de durée. Alors, parce qu'il veut durer, il est soumis au hasard, à des plus et des moins, évidemment. Alors, durer signifie que tout peut arriver, si bien que le bonheur n'est pas toujours égal à lui-même. Bon, si c'était fugace, il pourrait être comme une joie, rapide et sans plus et de moins. Mais comme il veut durer, eh bien évidemment, il y a du plus et du moins, on est plus ou moins heureux. Un état de vie quotidienne ressenti de manière subjective. Durer signifie que l'on revient tous les jours, c'est pourquoi le bonheur est quotidien. Certains le verront, d'autres ne le verront pas. Il est subjectif. Évidemment, même placés l'un à côté de l'autre, en quelque sorte, les uns seront heureux, les autres pas. Donc dans cette deuxième partie,
on peut dire que Consponville nous dit que pour être heureux, il faut comprendre que le bonheur est à vivre tous les jours. Troisième partie, le bonheur n'est pas le malheur. Alors là, il va trouver un moyen de définir le bonheur par opposition au malheur. Le malheur, c'est la certitude qu'il n'y aura pas de joie ni aujourd'hui ni demain. Alors, ceux qui ont connu le malheur savent que le bonheur existe. Bon, ça veut dire que c'est quand on perd le bonheur que l'on se rend compte qu'on l'avait. Ensuite, le bonheur, c'est quand on perd tout espoir de bonheur. Et le bonheur, au contraire, c'est de toujours espérer trouver le bonheur. Et il prend l'exemple de celui qui se lève le matin en se disant qu'il n'y aura rien de nouveau dans sa journée, alors il est malheureux. Et celui qui espère quelque chose et qui sent que quelque chose peut se passer dans la journée, alors lui, il est heureux. Quatrième partie, il ne faut pas chercher le bonheur. Si on cherche le bonheur, comme avec le désir, on sera toujours déçu. On l'attendra ou on l'espérera et il n'arrivera de toute façon pas quand on espère qu'il arrive. Il faut vivre sans attendre le bonheur. Voilà, même si on espère être heureux, il faut d'abord vivre sans attendre. Bon, il faut d'abord vivre. C'est ça l'important. Et le bonheur viendra en plus ou ne viendra pas. Explication, le bonheur est comme une surprise, mais il ne faut pas le désirer au risque de désespérer, de trop l'attendre. Alors on pourrait faire une conclusion qui dirait que, somme toute, pour André Comte-Sponville, le bonheur, ce n'est pas la joie, ce n'est pas le désir, ce n'est pas quelque chose qu'il faut espérer comme équivalent à une joie et quelque chose d'intense, c'est quelque chose de quotidien. Et dans le fond, vouloir l'espérer et l'attendre, c'est se condamner à ne pas, soit ne pas le voir, soit toujours être déçu. Donc l'essentiel, c'est de vivre sa vie, et puis le bonheur, il viendra en plus. Mais nous allons tout à fait comprendre ce que veut dire Comte-Sponville grâce à une interview dans laquelle il explique ce que c'est que pour lui, la philosophie d'ailleurs d'abord, et le bonheur, mais peut-être que la philosophie et le bonheur, ça peut aller ensemble. Écoutons-le. André Comte-Sponville, vous dites que la découverte de la philosophie en classe de terminale a véritablement changé votre vie. De quelle manière ? Elle a changé ma vie peut-être un peu plus tard qu'en classe de terminale. Moi, ce qui s'est passé en terminale, surtout, c'est que moi, quand j'étais jeune, déjà enfant et a fortiori adolescent, je voulais être écrivain. Voilà, le but dans la vie, c'est d'être écrivain. Et comme les seuls livres que je lisais enfant ou adolescent, c'était des romans, je voulais être romancier. Et quand j'ai découvert la philosophie en classe de terminale, effectivement, tout en continuant à vouloir être écrivain, j'ai viré ma cutie, si l'on peut dire, au sens où j'ai eu de moins en moins envie d'écrire des romans et de plus en plus envie d'écrire des livres de philosophie. S'agissant maintenant non plus de ma vocation d'écrivain et des livres que, en effet, j'ai publiés, mais de ma vie, ça s'est passé peut-être plus progressivement, quoique déjà, en effet, vous avez raison, dès la classe de terminale. Moi, ce qui s'est joué en philosophie, c'est l'idée que la vérité et le bonheur pouvaient aller ensemble. Pour des raisons biographiques sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, ça serait un peu long, puis par ailleurs un peu trop intime, mais il se trouve que ma mère était dépressive, très malheureuse, mes parents s'entendaient très mal, ça faisait partie de son malheur, mais aussi parce qu'elle vivait dans une espèce de monde illusoire, fantasmatique, un théâtre qu'elle se faisait à elle-même, si bien qu'elle n'était vraie, au fond, que quand elle était malheureuse. Je me souviens quand elle est morte, elle s'est suicidée, mon frère m'a appelé pour m'annoncer que notre mère venait de se suicider. On était adultes, mon frère et moi, depuis déjà longtemps, mais la première réaction qui m'est venue, je me suis dit, tout était faux en elle, sauf le malheur. Ces seuls moments de vérité étaient des moments d'abîme, de malheur, de pleurs. Et donc j'avais fini par associer la vérité avec le malheur, et j'avais le soupçon que toute joie était factice, si vous voulez. Et puis je découvre la philosophie, notamment la philosophie grecque, et je découvre qu'il peut y avoir une vraie joie, un rapport joyeux à la vérité. C'est pourquoi il m'arrive de dire que la philosophie grecque a été ma bonne mère, un peu au sens que Mélanie Klein donne à l'expression, au sens où la philosophie, encore une fois spécialement la philosophie grecque, m'a montré que la vérité et le bonheur pouvaient aller ensemble et qu'à l'inverse, c'est l'illusion qui rend malheureux. D'où le thème que j'évoquerai dans mon premier livre, le traité du désespoir et de la béatitude, qui est l'idée que nous n'aurons de bonheur qu'à proportion du désespoir que nous serons capables de supporter et que l'espérance, au contraire, nous voue au malheur, puisqu'elle est
toujours déçu. Elle nous voue à la crainte pendant qu'on espère, et presque inévitablement à la déception une fois que l'espoir ne s'est pas réalisé, ou pire peut-être une fois qu'il s'est réalisé. C'est une belle formule de Bernard Shaw qui disait « Il y a deux catastrophes dans l'existence. La première, c'est quand nos désirs ne sont pas réalisés. La seconde, c'est quand nos désirs sont réalisés. » Alors là, nous sommes très près du monde de Schopenhauer, finalement. Donc voilà, c'est l'illusion qui rend malheureux, c'est l'espoir qui rend malheureux. Quand mon premier livre est paru, donc ce traité du désespoir et de la béatitude, j'ai reçu quelques mois après la lettre d'un psychanalyste qui me disait, que je ne connaissais pas du tout, un lecteur, qui me disait qu'il était tout à fait d'accord avec moi, parce que, me disait-il, je constate avec mes patients que l'espoir est la principale cause de suicide. Oui, parce qu'on se tue par déception. Et en effet, en quelque chose, ma mère, des années plus tard, et après un parcours compliqué que je ne peux pas raconter ici, mais en quelque chose, ma mère s'est suicidée parce que la vie n'a pas cessé de la décevoir. Eh bien, ce que les Grecs nous montrent, ce que la philosophie nous montre, c'est que la vie ne nous déçoit que dans la mesure où on lui demande d'être autre chose que ce qu'elle est. Que si au contraire on accepte la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire si on aime la vie, il n'y a plus de déception. Et c'est pourquoi la vraie sagesse est celle de Montaigne, là encore, qui à l'extrême fin des essais, conclut, si l'on peut dire, en écrivant simplement « Pour moi donc, j'aime la vie ». Eh bien voilà, c'est la sagesse vraie, mais pour aimer la vie, encore faut-il cesser de lui demander d'être autre chose que ce qu'elle est. Quand j'étais petit, je m'étais cogné je ne sais où, et j'avais très mal, peut-être au tibia, vous savez, c'est une douleur sans gravité bien sûr, mais très vive. Et donc je me suis mis à pleurer parce que j'avais très mal, et ma mère qui était là près de moi, qui était une mère très aimante, fragile mais très aimante, m'a dit bizarrement, parce que c'était pas le genre de réaction qu'elle avait normalement, elle me dit « mais écoute, tu peux pas avoir mal, je suis tout près de toi et je ne sens rien ». Je savais bien certainement que je me faisais avoir, qu'il y avait une espèce d'escroquerie dans ce propos. Et en même temps, c'est une définition de la solitude. C'est-à-dire que quelqu'un se cogne, ceux qui sont le plus près de lui, et même ceux qui l'aiment passionnément, comme c'est bien sûr le cas de ma mère, n'ont pas mal à sa place. Mais la solitude, c'est ça. C'est une dimension dont on n'a pas parlé. Toute vie est solitaire en quelque chose. Non pas isolée. Hein, et on ne vit pas tout seul. Mais vous savez ce que dit Pascal dans les Pensées. Nous mourrons seuls. Ça ne veut pas dire qu'on mourra isolé dans une pièce où il n'y aura personne. Non, au XVIIe siècle, on n'est jamais seul quand on meurt. Il y a toujours le curé, le médecin, les amis, la famille. Non, mais nous mourrons seuls parce que personne ne peut mourir à notre place. Eh bien, pour la même raison, nous vivons seuls parce que personne ne peut vivre à notre place. Et quand ma mère me disait « je suis tout près de toi et je ne sens rien », ça voulait dire au fond, même si elle ne l'aurait pas formulé comme ça, mais ça veut dire au fond « je ne peux pas avoir mal à ta place ». Si bien, et ce qui est très vrai, si bien que dans cette formule assez étrange et qui m'étonne encore aujourd'hui de sa part, elle m'apprenait une vérité essentielle qui est la vérité de la solitude, qui n'est pas le contraire de l'amour, mais là encore il faut prendre les deux ensemble. Pourquoi j'ai appelé l'un de mes livres « L'amour, la solitude », parce que l'amour c'est pas le contraire de la solitude, c'est deux solitudes qui se rencontrent, qui se saluent, comme disait Rainer Maria Rilke, et qui s'inclinent l'une devant l'autre. Bien, voilà, après cette interview, je crois, dans laquelle il raconte et il explique une grande partie de son texte, Comte Sponville, j'espère que aura su vous intéresser. Et voilà donc cette correction terminée.